Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Plus de pouvoir aux femmes, plus de femmes au pouvoir. C'est le slogan du Festival des droits humains au féminin qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Une série de débats, conférences, expos et rassemblements vont se succéder jusqu'à mardi 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Ce festival, organisé par le collectif Laïcité Yala, c'est l'occasion de rappeler que les femmes sont encore sous-représentées dans les hautes sphères des pouvoirs économiques et politiques. L'occasion de rappeler aussi qu'elles sont actrices et moteurs de changement. La déclaration de Bruxelles pour le leadership féminin dans la gestion des conflits et la recherche de la paix sera ainsi rédigée et signée pendant le festival. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio deux invités. Alors déjà, bonsoir à toutes les deux. Tout d'abord, Djemila Benhabib, vous êtes la cheville ouvrière de ce festival, chargée de mission au Centre d'action laïque et coordinatrice du collectif Laïcité Yala. Et à vos côtés, Amankai Egas, vous êtes adjointe à la direction à la SBL, le collectif des femmes, et coordinatrice de l'éducation permanente. Alors avant de parler du festival, et même avant presque de présenter ce qu'est le collectif des femmes, Amankai, j'ai envie de me tourner vers vous. Quand vous êtes arrivé en studio tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez passé une journée éprouvante. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez fait aujourd'hui et qui illustre finalement tout ce qu'on va dire par la suite dans l'émission? Oui, c'était une longue journée depuis 8 heures du matin. Dans les collectifs des femmes, à part beaucoup de choses qu'on fait, que je vais réexpliquer après, et on travaille aussi dans des accompagnements pour les femmes victimes de traite. Et aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle personne qui voulait sortir. En fait, ça signifie sortir. Pour nous, ça signifie dénoncer son proxénète et rentrer dans un système de protection, soit avec Pagasa ou Payoke, que c'est deux associations qui sont mandatées par l'État pour pouvoir protéger les personnes victimes de traite. Et donc, c'était une longue journée parce que c'est aussi écouter toute l'histoire. Et comme le festival dit, plus de pouvoir aux femmes, plus de femmes au pouvoir, là, on se rencontre et qu'il y a un long travail à faire aussi pour que ces femmes puissent être entendues aussi, leurs problématiques. Et parfois, c'est une problématique assez invisible de la société. Mais c'est une problématique existante et qui continue à exister, malheureusement, et assez violente aussi. C'est-à-dire que c'est une femme qui venait d'Amérique du Sud et qui était exploitée ici en Belgique comme prostituée et qui avait un long parcours aussi de violence que vous devez accueillir pour ensuite l'orienter au mieux. Oui, alors cette femme-là en particulier, c'est une femme qui était exploitée depuis ses 12 ans dans son pays natal, en Amérique latine, et qu'après, elle était vendue ici pour 2 000 €, ici en Belgique, pour travailler aussi dans la prostitution. Évidemment, cette fille, elle a 21 ans, déjà 2 enfants qui sont restés au pays. Et toute son histoire, c'est une histoire... Ce n'est pas la première histoire que j'entends. C'est une histoire répétitive, en fait. Des violences et des ventes d'un être humain. Et 2 000 €, en fait, elle me disait, si je pourrais payer les 2 000 €, j'aurais pu acheter ma liberté. Mais on sait que c'est impossible. Et elle va rendre beaucoup plus. Donc, impossible que le proxénète accepte les 2 000 € pour qu'elle puisse avoir sa liberté. Donc, c'est un long chemin qu'on commence avec elle pour qu'elle puisse accéder aux droits et à sa liberté. Alors, Djemila Benhabib, quand on entend ce témoignage, c'est un peu ce que vous voulez faire aussi avec ce festival, c'est faire ressortir toute une série de témoignages de femmes, alors dans des secteurs, dans des domaines différents, on a dit la politique aussi, mais aussi montrer que il faut vraiment donner plus de pouvoir à ces femmes et aux associations aussi qui s'en occupent. Oui, bien sûr. Donc, il faut visibiliser certaines problématiques dont on n'entend pas vraiment parler. Mettre aussi de la lumière sur les engagements, sur le cheminement des femmes, mais aussi des associations de femmes. Parce que si les associations de femmes existent, c'est précisément pour accompagner celles qui, à un moment donné de leur vie, vivent des difficultés, ressentent une certaine
certaines fragilités, mais c'est aussi pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun et de l'ensemble de la société. Parce qu'en améliorant la condition des femmes, c'est la société dans son ensemble que l'on souhaite faire progresser. Faire progresser pour nos enfants d'abord, mais ensuite pour l'ensemble, je dois dire. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est fondamental d'être ensemble, de créer des synergies entre associations pour pouvoir consolider en fait notre démarche vers plus de pluralité, plus de visibilité. Alors le sous-titre, je le disais, le thème du festival, c'est plus de pouvoir aux femmes, plus de femmes au pouvoir, avec un peu en sous-titre, surtout, ouvrons nos gueules. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir sa gueule pour les femmes d'ici, pour les femmes d'ailleurs, les femmes qui viennent d'ailleurs et qui sont ici, les femmes d'ailleurs qu'on oublie beaucoup, d'Iran, d'Afghanistan, du Congo et de bien d'autres pays où les droits sont bafoués. Alors, j'avoue que ouvrons nos gueules, c'est une petite, évidemment, coquetterie. Bon, d'abord, c'est pour mettre un peu d'humour et de légèreté, du beau aussi, et c'est pour renverser le stigmate, que les femmes ne soient pas vues comme des victimes, parce qu'on n'est pas des victimes. Les femmes sont des résistantes, des combattantes, des femmes qui prennent à bras-le-corps, en fait, leur destinée, même si parfois elle est cabossée, même si parfois les femmes rencontrent de terribles violences et de terribles discriminations, comme le disait Amankai, mais c'est pour renverser véritablement le stigmate et pour dire, on nous a pendant longtemps dit « fermez vos gueules », eh bien nous on dit « ouvrons nos gueules » et ouvrons nos gueules ensemble. Donc voilà, c'est une invitation à dire, parce que en fait on existe à travers la parole. Et un sujet malheureusement qui ne parle pas, c'est un sujet qui n'existe pas. Et donc, cette parole, ces mots nous font exister, nous font vivre à nos yeux, mais aussi aux yeux des autres. Donc, c'est être dans la société à travers, évidemment, des mots, à travers une existence, un parcours, à travers aussi une volonté, des aspirations, des rêves qu'on veut partager tous ensemble. Ouais. Alors, vous parliez de résistantes. C'est vrai que les femmes qui sont des résistantes, qui se tiennent debout. Et d'ailleurs, pour l'affiche de ce festival, vous avez choisi le dessin d'une étudiante qui s'est dévêtue début novembre devant son université en Iran pour s'opposer au port du voile obligatoire. Et donc, cette jeune fille, seule en sous-vêtements, au milieu des mollahs, c'est le dessin que vous avez choisi pour illustrer le festival, parce que ça représente cette résistance des femmes. En fait, parce que voilà, c'est un pied de nez à une théocratie. Je pense que que le contrôle de la sexualité des femmes reste toujours un enjeu. D'abord pour les théocraties, évidemment, mais pas seulement, pour les États autoritaires aussi. Je veux dire, le corps des femmes est un sujet de fantasme, mais aussi est un objet politique. Donc, à travers le corps des femmes, on peut dire bien entendu beaucoup de choses, mais on peut aussi avoir un aperçu de l'état d'avancement des sociétés. Plus les sociétés sont ouvertes, plus les sociétés sont démocratiques, plus les sociétés sont libres, mieux les femmes elles vont être considérées et plus elles vont se mouvoir dans l'espace public. Je veux dire, moi j'ai observé beaucoup de femmes dans différents pays. J'ai été journaliste pendant longtemps et reporter, et je dois dire que les femmes, en fait, ne marchent pas de la même façon d'un pays à l'autre. Donc, il y a des femmes qui courent dans l'espace public parce que, tout simplement, elles ne sont pas les bienvenues. Et donc, pour nous, il était essentiel, d'abord, de nous solidariser avec les plus courageuses, les plus résistantes, celles qui courent le plus de risques. Et aujourd'hui, évidemment, dans des pays comme l'Afghanistan ou dans des pays comme l'Iran, les femmes risquent leur vie pour le simple fait de vouloir choisir leurs vêtements, de vouloir vivre libre, de vouloir choisir leur destinée. Donc, il nous semblait essentiel de mettre un peu de lumière sur ces deux pays, mais aussi évoquer la condition des femmes dans différents autres pays. Le Congo, par exemple, la condition des femmes, elle est totalement désastreuse. Donc, il va y avoir Olivia Véné
notre amie donc Adèle Moukadi donc qui vont traiter de cette question donc de la condition des femmes donc au Congo. Il va y avoir notre amie donc Laylouma Sadid donc qui est journaliste afghane, des témoignages de femmes iraniennes, mais aussi le Moyen-Orient évidemment. Vous savez que le Moyen-Orient donc est plongé malheureusement encore une fois dans un conflit absolument terrible, et donc il va y avoir donc des témoignages d'amis donc juives, palestiniens, libanaises, donc qui vont venir un petit peu partager leur vécu et dire qu'il est urgent de construire des ponts en réalité, parce que je pense que ces moments sont aussi l'opportunité d'être ensemble, de se rencontrer, de se parler. Alors, je vais le dire tout de suite, on n'est pas obligé d'être d'accord, évidemment. Mais en tout cas, on peut se parler et trouver effectivement un terrain de discussion. Alors, on va en reparler notamment de cette soirée de lundi où on va parler justement de paix, du rôle des femmes dans la recherche de la paix. Mais je me retourne vers vous, Aman Kai. On parlait de l'importance du collectif, l'importance de se regrouper entre associations des femmes. C'est peut-être l'occasion de présenter justement ce collectif des femmes pour lequel vous travaillez. Vous avez déjà donné un aspect de ce que vous faites, mais quelles sont quelles sont vos autres missions et en quoi c'est important pour vous justement de travailler en collectif avec d'autres associations aussi? Alors, les collectifs des femmes, c'est une association qui existe depuis 45 ans. Donc, on va fêter nos 45 ans le 11 février dans un colloque dans lequel Jamila, elle va participer aussi à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Donc, toutes les informations et les inscriptions sont sur notre site. collectifdesfemmes.be. Voilà. Et donc, il faut dire que nous, on travaille sur 7 pôles. Donc, un pôle, c'est l'éducation permanente. Justement, et la thématique, c'est droits des femmes. Et on a un deuxième pôle qui c'est justement l'accueil des femmes victimes de violences ou de violences de genre. Ça aussi, on fait un accueil sur Louvain-la-Neuve, mais aussi on a commencé à accueillir des femmes victimes de violences comme la femme que j'ai dit, aujourd'hui j'en parlais, les femmes victimes de traite, ici sur Bruxelles. On a un troisième pôle qui c'est Tremplin pour la vie, c'est un accompagnement 360 degrés des personnes migrantes. Il faut dire que la plupart sont des femmes. Quatrième pôle, aussi initiative locale d'intégration, donc ILI, dans des cours de français, parcours d'intégration, etc. On a aussi un autre pôle, c'est le 5e, c'est le CISP, donc des formations qualifiantes, différentes formations. Donc, je vais aussi inviter le public à les regarder parce que c'est assez intéressant. Il y a différents types de formations comme aide-soignante, réparation des smartphones et des tablettes, etc. Et on a aussi un autre pôle qui c'est le pôle Nyapinga. Nyapinga, que ça signifie, c'est l'accueil des femmes séropositives. D'accord. Des jours. Et 100%, c'est des femmes migrantes. Donc, on fait cet accompagnement. Et le 7e, c'est aussi avec Roxana, c'est le CSC, expression et créativité dans l'art comme outil d'émancipation des femmes. Okay. Très important. Il faut dire que le collectif des femmes est né par un désir des femmes de créer un espace pour elles, en fait. On parle de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, c'est une ville étudiante. Il y a 45 ans, la plupart des boursiers, c'était des hommes. Et les femmes n'avaient pas de possibilités. Par des cours de français, on ne pouvait pas faire des études et pas travailler. On n'a pas le droit de travailler quand on est accompagnatrice d'un boursier. Et donc, ces femmes, ils ont demandé justement à notre directrice, Christiane Dewan, qui était assistante sociale à l'UCL Louvain, de créer un espace. Et c'est à partir de là que le collectif est né. Et une des particularités du collectif des femmes, c'est que seulement à partir de l'année 90, on a eu des subsides. Avant, c'était des femmes militantes, migrantes, qui ont mené cette action de justement empowerment des femmes. Ouais, de prendre leur donc place. Plus de pouvoir aux femmes migrantes, plus de femmes au pouvoir. Mais alors, et parce qu'il faut dire que notre public maintenant est devenu mixte. Oui. Mais la plupart sont des femmes. Et une autre particularité du collectif des femmes, c'est que 90% du personnel, donc on est 30, 90%, on est des femmes. Et de ces 90%, 90% des femmes issues de la migration, dans lesquelles la plupart sont, moi-même, femmes dans la monoparentalité.
c'est très compliqué de trouver une place, donc avoir un pouvoir aussi, de pouvoir agir, d'exercer nos droits, qu'on arrive ici dans un pays qui nous accueille, comme la Belgique, et trouver un travail en étant migrante, avec difficulté d'équivalence des diplômes, et en plus en étant seule avec des enfants. Très difficile à trouver un travail, et ça, c'est une des particularités du collectif, c'est justement pouvoir avoir cette ressource humaine aussi riche de ces femmes issues de la migration, dans la monoparentalité, et dans lesquelles on peut aussi revendiquer aussi au niveau politique, déjà entre nous, nos revendications. Alors, mais justement, en fait, vous avez fait une étude toute récente qui s'intitule « Femmes et participation politique, le rôle des femmes migrantes dans la transformation des sociétés européennes ». Et du coup, en fait, ce qu'on voit dans cette étude, c'est que y a quand même des femmes qui estiment qu'elles sont représentées par les politiques, des femmes donc, que vous représentez, des femmes d'origine étrangère, des femmes migrantes qui s'estiment représentées, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui ne s'estiment pas écoutées, pas représentées. Alors quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, suite aux élections, on aurait pu croire qu'il y avait plus de femmes plus de femmes issues de l'immigration qui allaient être au premier poste, en tout cas qui allaient être élues. Qu'est-ce qui explique qu'il y a encore des freins qui font que les femmes ne se présentent pas, ne participent pas à la vie politique belge? Alors, ce n'est pas évident d'être une femme... En fait, participer en politique, il y a aussi la participation active que c'est se présenter. Mais il y a aussi toute l'autre participation, inactive, on peut dire, que c'est la participation aussi politique. C'est aussi travailler comme militant dans une ASBL. Et ça, par contre, on voit qu'elles sont présentes. Elles sont très présentes dans la vie associative. Associative, aussi travailler dans un syndicat, en fait, militance dans un syndicat, ou soit aussi dans les quartiers, d'une association des quartiers. Mais la difficulté on s'est rendu compte, qu'on a vu, qu'on voyait déjà, parce que c'est une enquête qu'on avait fait déjà en parole. Maintenant, on a fait une enquête comme il fallait. En juin, on a lancé l'enquête. Mais c'est toujours les mêmes revendications. On ne peut pas participer car les horaires, c'est des horaires pas possibles. Quand on rentre dans un parti, on ne tient pas en compte. La difficulté des femmes aussi au niveau des papiers. Il faut être... naturalisé, donc avoir la nationalité belge pour pouvoir participer aussi dans les élections, même si on est ici depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans. Oui, on peut voter, mais on ne peut pas... on peut voter à partir des 5 ans seulement au communal. Ouais. Oui, mais pas aux autres. Et en fait, ce que montre l'étude, c'est aussi l'information qui n'arrive pas à ces femmes. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi un point important, peut-être Amankai, que tu pourrais Oui, expliquer. Absolument. En fait, les femmes qui sont... en général, l'accès aux informations pour les femmes migrantes, c'est très compliqué. Déjà pour les femmes en général, les personnes en général, mais ici spécifiquement pour les femmes migrantes, très difficile d'avoir accès à certains types d'informations et avoir l'accès à ces droits. Parce que si on n'a pas l'accès aux informations, on ne peut pas accéder à nos droits. Donc, c'est terrible. Donc là, il faut des choses à changer. En fait, c'est la première étape. Je veux dire, quand l'information nous parvient, à ce moment-là, on peut agir, on peut savoir, par exemple, qu'on peut voter. Or, il y a des femmes qui ont le droit de vote, mais qui ne le savent pas. Non, qui ne le savent pas du tout. Ils ne savent pas qu'à partir de 5 ans, on peut voter, qu'on peut voter pour les communales. Ils n'avaient aucune idée, car les communes n'envoient pas une notification pour dire vous avez accès au vote. Dans certaines communes, j'ai su qu'il y avait des notifications, mais pour les résidents européens, mais pas pour les autres. Donc déjà, avoir l'accès à ce type d'informations, ça peut nous donner une représentation plus active aussi des femmes qui puissent accéder à un vote, voter pour une autre femme. Et ça serait génial pour une femme issue de l'immigration, parce qu'il faut dire que une femme issue de la migration peut aussi mettre en valeur et sur la table nos problématiques pour les femmes migrantes.
comme une femme en général et politique, mais sur la table des problématiques des femmes. Mais alors c'est vrai qu'on voit quand même qu'au niveau fédéral, il y a 42% de femmes élues députées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression si on prend les femmes dans leur globalité. Au niveau européen, là par contre, il y a une légère baisse. Il y a moins de femmes députées en 2024 que ce qu'il y en avait dans le Parlement précédent. On est plus ou moins à 39%, donc on est loin encore de la parité. Mais donc ça veut dire quand même que pour vous, Djemila, c'est en leur donnant du pouvoir, en élisant des femmes aussi au pouvoir, qu'on peut faire changer les choses. Il faut que les femmes soient plus représentées. Oui, bien sûr. En fait, 3 choses, vraiment très rapidement, juste pour clore en fait cette idée-là de l'importance en fait de l'information, mais surtout de la responsabilité des pouvoirs publics. Là, les pouvoirs publics, les communes, elles peuvent clairement agir. Donc agir, c'est informer. Maintenant, il faut réfléchir sur comment informer. Peut-être que on n'a pas les méthodes d'information qui sont adéquates. Donc ça, c'est vraiment à mettre dans l'agenda des communes, dans l'agenda donc des pouvoirs publics. Autre chose aussi, en fait, en Belgique, il y a eu énormément de progrès par rapport aux droits des femmes. Donc ça, je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire et il faut le souligner. Et le fait qu'il y ait des associations qui sont, dont le rôle est vraiment l'accompagnement des femmes et la défense donc, des droits des femmes, c'est parce que nous avons aussi des pouvoirs publics qui soutiennent le tissu associatif. Donc il faut continuer de soutenir le tissu associatif. Et dernière chose, par rapport à la représentativité politique. Alors, il est essentiel, en effet, de reconnaître le travail des femmes et de mettre en fait, de les mettre à des postes clés de façon à ce qu'elles puissent faire avancer l'ensemble des femmes, parce qu'elles deviennent quelque part des modèles. Elles sont porteuses d'une histoire, elles sont porteuses d'aspirations, elles sont là représentantes quelque part, non pas d'un parcours singulier qui est assez exceptionnel, mais d'un ensemble, en fait, d'un éventail, d'un spectre de parcours, parce qu'on se dit, puisque elle a réussi, c'est possible, nous aussi. Et donc, c'est de prêcher en fait par les modèles qui sont quelque part aussi positifs. Donc ne pas mettre l'emphase que sur des problématiques qui sont régies par la violence, mais aussi pouvoir montrer que quelque part, on peut y arriver. Donc je pense aussi que ça, c'est un peu essentiel. Et je finirai juste par dire que vous voyez, nous, ce qui nous fait plaisir, en tout cas au collectif Laïcité Yala, c'est de pouvoir travailler avec des femmes avec une grande expérience, comme le collectif des femmes, mais aussi pouvoir élargir notre expérience. Parce que nous, en fait, le collectif, on travaille essentiellement avec des femmes ayant un héritage musulman. Et là, du coup, en fait, on va travailler avec des femmes qui viennent d'un peu partout, mais où il y a une présence hispanophone importante et où l'héritage latino-américain donc est important. Et c'est pas qu'on voit qu'il y a des causes communes et en tout cas il y a vraiment un fond commun. Je sais pas comment Oui, il faut dire aussi qu'au collectif on est des différentes nationalités, on a beaucoup de collègues qui viennent de l'Afrique, etc. Même si maintenant on est belge, donc on se sent belge absolument. Et évidemment, il y a des bases communes pour les droits des femmes, dans lesquels on peut travailler. Moi, je pense que c'est très important aussi de faire toute une sensibilisation à l'intérieur des partis sur la thématique des genres, des femmes. Ça, il faut travailler déjà en amont dans les partis. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut travailler avec les femmes politiques aussi pour cet empowerment sur les femmes, sur les droits des femmes. Ça ne signifie pas d'être femme élue, qu'elle va avancer plus sur nos droits. Il faut aussi un travail aussi d'empowerment
Moi, je dis ces mots-là, c'est magnifique parce qu'il faut justement lui donner des outils pour qu'ils puissent défendre. Et moi, je pense qu'il n'y a pas un parti politique. Toutes les femmes de différents partis, on peut lutter, et elles peuvent lutter, toutes les femmes politiciennes, j'espère qu'ils vont se mettre en commun pour sortir des thématiques très importantes au niveau des droits des femmes. Et donc, la base, c'est ça, au niveau des femmes. Donc, oui... c'est pas encore une garantie, hein, effectivement, d'avoir une députée femme, mais c'est qu'après, il faut travailler pour qu'elle porte... C'est transpartisan. Les droits des femmes, c'est pas une cause partisane, ça ne devrait pas l'être. Ça devrait vraiment il devrait y avoir un très large consensus au sein des partis, ne serait-ce que des partis démocratiques, évidemment, pour faire avancer, pour reconnaître les droits des femmes. Donc pour nous, c'est essentiel. Donc c'est pour ça qu'au Parlement européen, donc le 10 décembre donc prochain, donc on organise donc une rencontre où des femmes donc vont prendre la parole avec des parlementaires européennes. Ça se fait sous l'égide d'Estelle Kulemans, donc députée belge. Et donc voilà, nous, on souhaite en fait travailler, mais à long terme. Là, on prépare un autre événement donc, pour le mois de mars, parce que pour nous, c'est essentiel que le haut et le bas puissent se rencontrer pour... et faire remonter les revendications et les préoccupations. Alors, du coup, effectivement, vous parliez de cet événement du mardi 10 décembre. Là, ce sera au Parlement européen, toujours dans le cadre de ce festival. Et je vais revenir sur ce qui se passera aussi lundi, donc lundi 9 décembre à Amazon, de 18 à 21h. Vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure. La soirée aura pour thème « À la recherche de la paix, tenir compte du leadership des femmes ». Alors, vous allez faire dialoguer des femmes afghanes, iraniennes, congolaises, libanaises, mais aussi Odile Margot qui se mobilise ici en Belgique pour la libération des otages israéliens avec Michel Cléfi, réalisateur palestinien. Votre objectif, Djemila Benhabib, c'est de montrer que le dialogue reste toujours possible. Écoutez, on est fatigué des guerres et des conflits, et ça, je pense qu'il n'y a personne qui tire profit de ça. Et donc, construire la paix, ça commence par le bas, ça commence par se parler, puis ça commence par trouver des solutions concrètes pour la vie de tous les jours. Les femmes, elles sont au cœur des conflits, elles sont victimes des conflits, mais elles sont en même temps obligées d'assurer le quotidien pour elles, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, et ainsi de suite. Donc, on est dans la vie. Quand on est dans la vie, on est forcément aussi dans la paix. Et la paix à travers évidemment différents prismes. Donc il va y avoir des juristes qui vont venir donner leur point de vue, il va y avoir des activistes, mais aussi par l'art, la culture, les rencontres. Donc Michel Cléfi qui va être là avec nous, parce que je pense que la culture, l'art est un véhicule extrêmement important pour faire avancer les gens, pour les faire rencontrer, pour élargir en tout cas également leur champ de vision, leur esprit, ouvrir leur esprit à autre chose. Tout à l'heure, Aman Kay disait raconter l'expérience de Roxana Alvarado, qui va être là aussi le 7 décembre, parce qu'elle fait une exposition. Donc, quand on est victime de trauma, on n'a pas toujours les mots. On ne sait pas toujours quoi dire. Mais quand on a une feuille ou n'importe quoi, on peut dessiner, on peut s'exprimer, on peut, à travers la musique, à travers la danse, à travers l'expression corporelle, bref, on a mille et une façons d'exprimer, d'évacuer. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, nous, à travers donc à travers ce panel qui souhaite donc réunir donc des experts et des témoins et des grands témoins, on souhaite en fait que les gens puissent se parler, puissent aussi échanger sur leurs perspectives et les solutions aussi à consolider, à partager. Et voilà, je pense que c'est véritablement essentiel pour en finir. Mais surtout aujourd'hui où c'est tellement difficile de se parler, où on n'ose plus en fait. Même, je pense organiser un événement comme ça qui rassemble qui parle du conflit au Moyen-Orient en ayant peut-être des points de vue un peu opposés. C'est vraiment... c'est tellement important, effectivement, de construire des ponts, comme vous l'avez dit.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, j'ai envie de vous donner quelques informations pratiques. Donc, ce festival des droits humains au féminin, il a lieu donc jusqu'au 10 décembre à Bruxelles. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site collectiflaiciteyala.be. Donc, ça va se passer à Amazon, au Parlement européen aussi. Il vaut mieux s'inscrire. Donc, on trouve toutes les informations sur le site pour s'y inscrire. Et je renvoie aussi vers le collectif des femmes parce qu'on l'a vu, vous avez beaucoup d'activités tout au long de l'année. Là, vous participez au festival, mais vous avez vraiment beaucoup d'activités, donc collectifdesfemmes.be. Merci beaucoup à toutes les deux, Djemila Benhabib et Aman Egas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Merci. Merci.